Depuis 2020, Léna Situation, elle est absolument partout. On peut se dire que c'est très léger. Moi, j'ai regardé, c'est très addictif. En Dior, défilé Dior. C'est la classe. Bonjour Léna Mafouf. Bonjour. Et bienvenue dans Salut. Click. Je vous présente Très Amine contente. Malouf de l'Académie française. Quel honneur. Quand on regarde son succès délirant de ces derniers mois, on ne peut pas s'empêcher de se poser une question. Comment une jeune femme de 23 ans a-t-elle réussi à s'imposer sur un marché aussi concurrentiel que YouTube ? Et à le dominer. Mais peut-être aussi que son nom vous dit rien, et c'est tout à fait possible puisque on ne fait pas du tout les mêmes contenus. Alors je vais vous expliquer pourquoi c'est très important de vous interroger sur les raisons de son succès. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous pousser à identifier les facteurs qui peuvent vous rendre plus charismatique ou qui peuvent vous permettre de vous déployer. C'est pour ça que quand vous tombez sur un exemple de quelqu'un qui réussit de manière flagrante, eh bien c'est très important de vous interroger sur les raisons qui sous-tendent ce succès. Aujourd'hui, on va mener ensemble ce travail d'analyse sur les raisons du succès fulgurant de Léna Situation. Évidemment, elle n'a sans doute pas mis en place toutes ces stratégies de manière consciente. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a su tomber exactement juste pour créer un raz-de-marée sur YouTube. Alors, à quoi est dû son succès? Plusieurs personnes se sont penchées sur la question, et le moins qu'on puisse dire, c'est que les analyses divergent. De manière générale, on peut dire que les tentatives d'explication du succès de Léna Situation rentrent dans trois catégories. D'abord, il y a les critiques un peu rances qui voient dans son succès un abêtissement général de la jeunesse. Cette jeune femme est la preuve que le système éducatif français a perdu une bataille contre Facebook. Ce sont souvent les critiques qui la présentent comme une star de la télé-réalité. D'ailleurs, vous noterez que Léna est souvent comparée à Nabila, autant par ses fans que par ses adversaires. Deuxième catégorie, ceux qui se sont penchés de manière détaillée sur son talent pour le storytelling. Quand je suis tombé sur la chaîne de Léna, j'ai trouvé qu'elle était extrêmement forte, a une technique de storytelling particulière et j'ai envie de me servir de son contenu pour vous l'expliquer. Parce que je sais pas si elle fait exprès ou qu'elle a juste un talent inné pour raconter des histoires. Donc quoi qu'il en soit, elle est super efficace à retenir l'attention de votre cerveau pour raconter son histoire. Et enfin, il y a ceux qui pensent qu'elle a réussi parce que depuis 2017, elle a travaillé plus que les autres. D'ailleurs, elle est souvent qualifiée de la plus grosse bosseuse du YouTube français. Je trouve ces deux dernières pistes intéressantes, mais je pense qu'elles sont incomplètes. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Avant de plonger dans le vif du sujet, quelques précisions importantes. Il ne s'agit pas d'une vidéo pour ou contre Léna Situation. Je vous présente seulement une grille de lecture possible afin d'analyser son succès. Mais alors, pourquoi Léna a explosé ces 2 dernières années? Si on s'attarde un peu sur son contenu, on se rend compte que ce qui la distingue, c'est qu'elle a renversé 3 règles fondamentales que tout le monde tenait pour acquises sur YouTube. Elle a pris ces règles et elle a fait exactement l'inverse. La première règle que Léna Situation a renversée, c'est l'omniprésence de l'utilisation du biais de négativité sur YouTube. Je m'explique. Le biais de négativité, c'est un biais psychologique profondément ancré dans le cerveau humain qui va faire qu'on est plus interpellé ou fasciné par ce que l'on perçoit comme négatif. C'est ce biais qui va par exemple nous faire regarder quand il y a un accident sur le bord de la route, ou qui va nous faire retenir plus facilement les critiques que les compliments. Ou ce qui explique pourquoi les faits divers rapportés dans les médias sont souvent des faits scabreux ou violents. L'être humain est attiré par le danger, et ça a à voir avec la théorie de l'évolution. Autrefois, la prudence et l'hypervigilance face au danger étaient 2 qualités indispensables si vous vouliez survivre et perpétuer l'espèce. Si vous prêtez attention à YouTube, la majorité du contenu qui est présenté a été explicitement créé pour activer ce biais de négativité et vous donner envie de cliquer. Par exemple, quand on utilise l'adjectif putaclic ou bien clickbait, on fait souvent référence à l'utilisation outrancière de ce biais de négativité pour avoir l'attention des gens. Tout le monde fait ça sur YouTube. Tout le monde. Mais pas Léna Situation. Si vous allez sur sa chaîne, vous allez vous rendre compte qu'elle fait exactement l'inverse. À de rares exceptions près, elle n'utilise pas le biais de négativité pour attirer ses spectateurs. Et bien au contraire, elle a développé un mantra plus égale plus. Le positif attire le positif. T'écris comme une enfant vraiment de 12 ans. Comment tu peux écrire comme un adulte, plus égale plus? C'est Plus égale plus, c'est devenu un véritable slogan quand on parle de Léna Situation. Ses fans vont même jusqu'à se le faire tatouer. Alors bien sûr, elle n'est pas la seule youtubeuse à avoir la volonté de renverser cette règle. Mais elle a systématisé cette positivité jusqu'à ce qu'elle fasse partie intégrante de sa marque. C'est intervenu dans un contexte particulièrement favorable, il faut le dire. Déjà parce que les clickbait outranciers ont commencé à saturer YouTube depuis quelques années. Et surtout, l'année 2020 et la pandémie ont entraîné un contexte anxiogène généralisé. Beaucoup ont d'ailleurs arrêté de suivre l'actualité lors du premier confinement. Ça donne à Léna Situation un positionnement très différent, même au sein d'un marché aussi compétitif que YouTube. Léna, c'est donc une youtubeuse qui va complètement à rebours de cette omniprésence du biais de négativité, et qui fait plus de 2 millions de vues sur un vlog qui s'intitule La quête du paisible. Putain. Je me réveille, je suis fatiguée, wesh. Est-ce que tu trouves que je travaille trop? Oui, beaucoup trop.
Je fais une petite parenthèse dans cette vidéo. Si vous aimez ce que je suis en train de faire ici, à savoir analyser l'influence, je vous conseille de cliquer sur le lien que je vais mettre ici ou dans la description de la vidéo qui vont vous permettre d'accéder à une formation que j'ai fait d'une durée d'une demi-heure dans laquelle justement je décrypte les mécanismes de l'influence. Voilà, je pense que c'est un contenu qui va énormément vous intéresser si vous appréciez mes vidéos YouTube. La deuxième règle que l'ENA prend à contre-pied, c'est donc le rapport qu'ont les youtubeurs francophones au travail. Évidemment, on a beaucoup évolué depuis l'époque où être youtubeur n'était pas considéré comme un vrai métier. Dans quelques années, je pense que tout le monde saura ce que c'est. On va arrêter de se poser des questions, on sait très bien ce que c'est un youtubeur, mais pour l'instant, c'est le gros bordel. On n'en est plus là, évidemment. Mais il y a quand même une réticence de certains youtubeurs à montrer à quel point ils bossent. Ça entretient un certain mythe du youtubeur qui fait ses vidéos dans son coin sans faire trop d'efforts, quelque chose de facile comme ça. Évidemment, c'est pas du tout le cas de tous les youtubeurs et beaucoup montrent clairement leurs locaux et leurs employés. C'est leur manière de montrer qu'ils travaillent beaucoup et sont parfois à la tête de grosses équipes. Il y a combien de gens maintenant à la Redbox en tout? Parce que c'est vrai qu'il y a les youtubeurs, mais j'imagine qu'il y a des monteurs, il y a peut-être du staff, etc. Il y a 30 personnes en gros. Ah ouais, Ah ouais. Et c'est toi qui dirige tout? J'ai pas le temps de diriger tout. Ouais, non, j'imagine, mais... Mais Léna a un rapport au travail qui est différent. Elle va pas spécialement montrer des locaux et son équipe. Le New York Times révèle d'ailleurs que contrairement à certains youtubeurs qui engagent des caméramans et des monteurs, Léna passe des jours entiers à écrire et à filmer et à monter ses vidéos elle-même. Son assistant et ses parents l'aident à jongler avec un emploi du temps surchargé. Mais ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va beaucoup se montrer en train de travailler. Par exemple, elle insiste sur le fait qu'elle monte elle-même ses propres vidéos, alors que n'importe quel youtubeur de sa carrure aurait normalement engagé un monteur. Mon pire ennemi, c'est le temps. Et surtout depuis que je suis assez active, au moins une fois par jour, je me dis putain, si seulement je pouvais mettre la journée sur pause, j'ai trop de trucs à faire. Donc si tu veux faire de daily vlog, il faut absolument que tu puisses bien gérer ton temps. Moi, je me suis instauré 2 règles. Interdiction de me coucher après 2h du matin et interdiction de boire de l'alcool. Mais c'est les règles que j'essaie d'avoir au quotidien sur les vlogs d'août parce que sinon, je suis morte. Beaucoup de gens ont noté à quel point le travail était important pour Léna. Et c'est vrai que son éthique de travail explique en grande partie son succès. C'est pas parce que Léna travaille beaucoup qu'elle réussit autant. C'est aussi parce qu'elle se montre en train de travailler, et parfois même au bord du burn-out. Le montage, quand je fais des daily vlogs, c'est 3 à 4 heures. Puisque justement, je te dis, tu essayes d'être chill avec ton travail. La frustration, quand t'as pas le temps vraiment de te poser sur ton montage. YouTubeuse, je crée du contenu sur YouTube, également sur Instagram, donc Instagrammeuse, consultante pour les marques avec qui je peux travailler, comptabilité, organisation, production, caméraman, monteuse, et puis auteur. Me semble logique de rien dire à une pouga. En fait, se montrer en train de travailler va permettre de flatter chez ses spectateurs la morale du mérite. On est dans une société profondément imprégnée de cette morale du mérite. On considère qu'un salaire ou une situation élevée doit se mériter. Et qu'est-ce qui permet de légitimer par excellence un succès ou un salaire? Eh bien, c'est le travail. En se montrant en train de taffer, Léna permet à des potentiels jaloux de passer de son côté en observant à quel point elle semble mériter son succès. Vous pouvez voir que cette notion de succès mérité est même mentionnée explicitement dans cet article. Il justifie le mérite de Léna Situation par le fait qu'elle soit une grande bosseuse. Le deuxième point qui lui permet de légitimer son succès, c'est que comme certains youtubeurs, par exemple Amixem, bonjour. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai 2 véhicules, une Renault Zoé, une Renault Kangoo. elle redistribue beaucoup à ses fans. Kevin, ce qu'il y a dans cette boîte, c'est pour toi. Non, excusez-moi, en premier. C'est pas un acheteur dans McDonald's. Non, Perdu. c'est la trottinette. Je viens de voir qu'il y a une crêperie. Et je pense que tout le monde aime les crêpes, donc on peut aller offrir des crêpes parce que tout le monde aime la crêpe. On aimerait vous offrir vos crêpes. Pourquoi vous voulez? Le monde part en couille, il nous faut un peu de bienveillance. Mais rien que votre sourire et votre gentillesse. Et vous avez assez de pâte à crêpes? Oui, on y va. Est-ce que vous voulez une petite crêpe? Alors évidemment, Léna Situation ne le fait pas consciemment. Elle a même l'air très sincère quand elle le fait. Mais on évolue dans un contexte où la notion de mérite est de plus en plus valorisée. L'objectif, c'est le mérite, le travail. La méritocratie dit bien son nom, c'est le gouvernement par le mérite. C'est une construction politique qui consiste à considérer qu'au fond, celui qui réussit, entre guillemets, c'est parce qu'il a en lui des qualités, il s'est efforcé d'y parvenir, et donc il a une dignité supplémentaire par rapport à celui qui n'a pas réussi parce qu'il serait paresseux. Et dans ce contexte, se montrer en train de travailler ou de redistribuer, c'est la meilleure manière de légitimer son succès.
Passons maintenant à la troisième règle qu'elle a renversée, la monétisation à tout prix sur YouTube. Quand il y a un mois de l'année où tu sors une vidéo par jour qui fait systématiquement plus d'1 million de vues, ce serait de la folie de ne pas monétiser tes vidéos. Et pourtant, je suis très exigeante sur mes musiques, sur mon choix de ma playlist, et je monétise pas mes vidéos à cause de ça, puisque tous les droits musicaux sont reversés aux artistes, puisque j'utilise très peu de musique libre de droit. Ce qu'il faut savoir, c'est que Léna Situation sort vraiment une vidéo par jour à plus d'1 million de vues chaque année au mois d'août. Faisons un petit calcul sur la base de mes propres revenus. Alors attention, parce que les revenus publicitaires peuvent varier énormément d'une vidéo à l'autre, d'un youtubeur à l'autre. Mais sur la base de 100 000 vues, je gagne environ 300 €. Donc, pour une vidéo à 1 million de vues, on partirait sur environ 3 000 €. Soit pour un mois où chaque vidéo va dépasser le million, 90 000 €. 90 000 €, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente pour un mois, mais ça vous donne une idée du sacrifice. Et encore, c'est une hypothèse basse. Sa décision de ne pas monétiser ses vidéos envoie un message à ses abonnés. Elle les respecte car elle choisit la qualité de ses vidéos au lieu d'encaisser tout cet argent. Ce choix de ne pas monétiser ses vidéos, elle l'explique elle-même, ça lui permet de pouvoir mettre des musiques virales dans ses vidéos, des musiques que tout le monde connaît, que les jeunes écoutent. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement puissant parce que ça lui permet de s'associer dans nos esprits à des musiques qu'on entend en permanence. Cette idée de s'associer aux éléments les plus diffusés de la pop culture, on la retrouve aussi dans les marques auxquelles elle s'associe. C'est frappant quand on y prête attention. Léna Situation s'associe dans presque chacune de ses vidéos à une des 4 marques suivantes. Coca-Cola, McDonald's, Lime ou Starbucks. S'il vous plaît, un réfléchisseur citron vert. En 26 sans eau. Je préfère mourir que casser la jupe en fait. Ça va, super, petit coca, petit t-shirt, hop hop hop, chin chin. La force de Léna Situation, c'est qu'en s'associant dans l'imaginaire collectif à des chansons ou à des marques qui sont incontournables, eh bien, elle s'assure presque une omniprésence dans la tête de ses fans. Elle le fait sûrement de manière inconsciente, mais ça fonctionne redoutablement. En fait, si vous habitez dans une ville de taille moyenne, c'est quasiment impossible que vous passiez une journée sans croiser au moins un McDo, un Starbucks ou des trottinettes garées sur le trottoir. Le coup de génie de Léna, c'est qu'elle a réussi à établir une équivalence dans la tête de ses fans. Et si vous connaissez un peu le monde de Léna, il y a des chances pour que la simple mention d'un réfréchisseur citron vert, une boisson phare de chez Starbucks, vous fasse immédiatement penser à elle. Conclusion de cette vidéo, qu'est-ce que vous pouvez retenir de tout ça? La première chose sur laquelle j'aimerais insister, c'est qu'aucun succès n'est anodin, et surtout pas celui-là. Je vous conseille vraiment, quand vous tombez sur des exemples de réussite ou de succès, d'essayer d'analyser systématiquement ce qui fait que telle personne va se démarquer ou réussir. Si vous menez vous-même cette démarche, en essayant de remonter au principe, à l'origine d'un succès, eh bien ça va vous permettre de prendre de la hauteur et d'identifier les aspects que vous pouvez répliquer. Dans le cas de Léna, dire qu'elle a réussi sur YouTube parce qu'elle a travaillé plus que d'autres, c'est peut-être vrai, mais c'est incomplet. En réalité, quand on prend du recul, on se rend compte que c'est en retournant des règles que tout le monde pensait pour acquises sur YouTube que Léna a réussi à dominer dans un marché extrêmement concurrentiel. Il n'y a pas plus concurrentiel que YouTube. Et évidemment, pour réussir en renversant des règles établies dans n'importe quel domaine que ce soit, vous pouvez passer par 2 moyens. Soit vous le faites de manière inconsciente parce que vous avez d'excellentes intuitions, ça a l'air d'être le cas de Léna, mais c'est pas le cas de tout le monde. Soit il faut d'abord que vous puissiez développer vos propres capacités d'analyse pour comprendre quelles sont les règles que vous vous apprêtez à renverser. D'où l'importance de mener ce travail de rétro-engineering quand vous tombez sur l'exemple de quelqu'un qui a réussi ou qui vous inspire. Alors bien sûr, dans cette vidéo, on a vu 3 règles que Léna a enfreint, mais tout son succès ne repose pas uniquement sur ces 3 règles. Il y a bien sûr aussi sa façon de storyteller, il y a aussi son charisme évidemment qui rentre en compte, et ça, c'est des choses que j'aurais pu aborder dans cette vidéo, mais ça me paraissait vraiment intéressant de montrer ce qui fait sa différence. D'ailleurs, si vous vous intéressez au monde de Léna Situation, si c'est une youtubeuse que vous avez l'habitude de suivre, ou si vous commencez à la regarder suite à cette vidéo, n'hésitez pas à partager vos propres analyses sur son succès dans les commentaires de la vidéo. C'était Yann, et je vous dis à la semaine prochaine.